Mesdames et messieurs, je voudrais appuyer à ce message. Ce message fait notamment référence importante au Conseil national de la résistance, c'est-à-dire à la mise en place de la première structure de coordination et de commandement qui a permis de finir la guerre et de gagner cette victoire. Alors, nous sommes en 2013 l'année de la résistance et je m'incline particulièrement devant ceux qui, très jeunes ou moins jeunes, ont eu le courage, au risque de la déportation, et cher René Coureur, je m'incline fortement devant vous, toute la communauté, à 17 ans, lycéens, parisiens, vous étiez dans la résistance et vous furent déportés. Et vous continuez, dans les collèges, devant nos collégiens, à transmettre ce message avec une pédagogie exceptionnelle, parce que c'est ainsi qu'on construit le citoyen, dans sa mémoire et dans ses responsabilités. Le Conseil national de la résistance a été mis en place par Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle. Ce Conseil national de la résistance est œuvre de concession, de concertation, c'est-à-dire d'union nationale. Et aujourd'hui, nous devons y penser. Nous ne sommes plus dans une guerre armée, nous sommes dans des guerres plus idéologiques et spécieuses, mais aussi dans un temps économique très douloureux et qui, hélas, deviendra sans doute sur l'année et les années qui vont suivre encore plus dur et qui demande aux Français d'être dans une union plus importante, plus réelle. Or, voyez-vous, ce Conseil national de la résistance, qui se réunit donc, au mois de mai 1943, va réunir bien sûr les 8 mouvements qui vont y siéger, 8 mouvements de la résistance, ceux de la résistance, puisque c'est l'un des titres, Libération Nord, Libération Sud, Front National, allez, combat, mais aussi des représentants des partis politiques, Parti communiste, socialiste, Alliance démocratique, Parti démocrate, démocrate populaire, des syndicats, 2 syndicats principaux à l'époque, CFTC et CGT. Et le 15 mars 1944, ils adoptent à l'unanimité le programme du Conseil national de la résistance, dont on ne parle plus assez, parce que c'est une source de valeurs, de référence et d'action qui a conduit la France au redressement. Je vous en rappelle simplement. D'abord, bien sûr, un plan d'action immédiat, qui était celle de continuer cette résistance et de préparer les débarquements et la libération, mais c'est aussi une affirmation d'unité nationale et d'organisation nationale, avec la prévision du gouvernement provisoire que le général de Gaulle allait présider, mais aussi, un peu avant, le commandement organisé qui était le Comité français de libération nationale, à la fois de commandement militaire, bien sûr, mais il y a aussi un programme. C'est un programme de redressement avec la nationalisation des grands moyens de production qui furent nécessaires en ce temps, un plan complet de sécurité sociale, il fallait achever l'œuvre qui avait été engagée à partir de 1928, et c'est bien le général de Gaulle qui l'a achevé. Il fallait, bien sûr, ajuster les salaires et les équilibres économiques, mais aussi étendre les droits politiques et sociaux. Droits sociaux, c'est la représentation dans l'entreprise, c'est notamment les comités d'entreprise, et c'est aussi l'extension des droits politiques, et bien sûr le vote au suffrage universel, le vote des femmes, et donc le premier vote des femmes en France furent pour les élections municipales, qui suivirent immédiatement la libération. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce que ce sont là des références constituantes qui sont bien sûr aussi en écho dans les 2 discours essentiels du général de Gaulle, le discours d'Alger et le discours de Brazzaville. Certes, tout ne s'est pas retrouvé dans la Constitution de 1946,
il fut, et c'était sans doute nécessaire, une constitution de concession, donc de rapprochement, celle du 28 octobre 1946, et vous en connaissez ensuite en quelque sorte les résurgences affirmées dans la Constitution de 1958, qui est toujours là, qui, je crois, a son équilibre particulièrement démocratique. Je terminerai, avant que la pluie qui nous sauvegarde pour le moment, par simplement nous mettre en écoute, en attention extrêmement soutenue de nos devoirs. Sauvegarder les fondamentaux. Sauvegarder les fondamentaux, c'est condamner le fanatisme. Fanatisme religieux ou idéologique. On entend des discours extrémistes, qui soient à droite ou à gauche, qui confinent au fanatisme. Il faut lutter contre le terrorisme et contre cette négation de l'individu. C'est, dans ce discours, un rappel à ce qui a été notamment absolument indigne de quelques, on ne peut pas savoir les chiffres, mais de ces Français qui ont donné des enfants juifs. Il n'y a pas, hélas, qu'ici, mais c'est une fois de plus, mesurer que la Shoah a été nourrie aussi par les Français. C'est oublier alors son humanité. C'est protéger contre les communautarismes. Avoir une communauté, c'est bien, elle fait partie de valeurs et de culture. Mais le communautarisme, c'est l'exclusion du tout. C'est l'exclusion de la nation, c'est l'exclusion des autres, et le terme d'égalité du fronton de nos mairies n'a plus de sens. Ce n'est pas qu'une égalité sociale, c'est une égalité de droits et de devoirs. Et puis, enfin, c'est protéger notre culture tout en respectant celle de nos pays voisins, de ceux aussi qui sont venus trouver en France leur place et qui respectent à la fois leur culture et font de la nôtre un foyer d'union et de réunion. Voilà dans quel esprit la démocratie, qui est la base même, le socle de l'Europe, doit être construite par nous tous et par vous en particulièrement, les jeunes gens. Tel est ce message très simple que je voulais vous livrer et y ajouter nos remerciements à vos présences, les uns les autres. Merci, Père Curé, d'être avec nous. Merci, Président Marciano, également de nous rejoindre, à toutes les formations et à vous également qui représentez les corps constitués. Et puis je terminerai, parce que les voix sont célestes, par féliciter, remercier les voix du lac qui deviennent des voix patriotiques. Merci à vous tous.